candidatures à la présidence du Congrès national africain s'ouvriront officiellement en juin, mais la course à la succession de Jacob Zuma est déjà ouverte en Afrique du Sud. Focus sur les candidats déjà déclarés dans cette édition. Le président Gambien Adama Barrow a achevé une tournée en Sierra Leone, au Ghana et au Libéria, des pays désormais engagés à soutenir le gouvernement de Gambie dans ses efforts d'instaurer la démocratie et l'état de droit. Au Burkina Faso, ils étaient 5000 à se réunir ce samedi à la maison du peuple de Ouagadougou. À l'appel de l'opposition, cette nouvelle plateforme comprend une trentaine de formations politiques. En Afrique du Sud, les candidatures à la présidentielle du Congrès national africain, l'ANC, s'ouvriront officiellement en juin. Mais déjà, plusieurs figures du parti ont commencé à annoncer les couleurs. L'ancien trésorier du parti majoritaire, Mathieu Foza, a accepté ce week-end la nomination d'une branche locale de l'ANC pour concourir à la présidence du parti. Très critique vis-à-vis du président Jacob Zuma, il porte aujourd'hui un regard très sombre sur l'avenir. Notre parti est en lambeaux, a-t-il déclaré, estimant que l'ANC aura du mal à obtenir plus de 49% des suffrages lors des élections nationales de 2019. Mathieu Foza a été l'un des premiers à demander à Jacob Zuma de démissionner. Il estime aujourd'hui que le président est trop dangereux et qu'il pourrait faire de l'Afrique du Sud une dictature. L'ancien trésorier de l'ANC a d'ailleurs affirmé que de nouvelles révélations compromettantes pour le président vont être faites dans les prochaines semaines. À ce jour, on compte déjà 4 grands noms dans la course à la présidence de l'ANC. On parle prioritairement de Cyril Ramaphosa, soutenu par la Confédération syndicale COSATU, et de Nkosazana Dlamini Zuma, la favorite du clan Zuma. Par ailleurs, la ministre du Logement, Lindiwe Sizulu, semble aussi intéressée par le poste. Le nom de l'ancien président par intérim, Ngalema Motlante, est également évoqué. Les présidents de la Sierra Leone, du Ghana et du Libéria se sont engagés à soutenir le nouveau gouvernement gambien dans ses efforts visant à faire régner la démocratie et le droit. C'est du moins ce qu'a rapporté un communiqué de la présidence gambienne. Ces assurances ont été données au président gambien Adama Barrow à l'occasion de la tournée de 2 jours qu'il vient d'effectuer dans ces 3 pays. Le président de la Sierra Leone, Ernest Koroma, a été le premier à recevoir le leader gambien et selon la présidence à Banjul, les 2 dirigeants se sont engagés à renforcer leurs relations bilatérales. Le président Adama Barrow s'est ensuite rendu au Libéria et au Ghana où il s'est entretenu avec ses homologues Ellen Johnson Sirleaf et Nana Akufo-Addo. Tout en exprimant leur volonté de soutenir et de coopérer avec Banjul, ces derniers ont félicité le président Adama Barrow et les Gambiens d'avoir fait montre de maturité lors de l'impasse politique qui a suivi la présidentielle du 1er décembre 2016. Pour sa part, Adama Barrow a remercié les dirigeants ouest-africains de leur contribution à la restauration de la normalité en Gambie. Ils étaient près de 5000 personnes à se réunir ce week-end à la Maison du Peuple de Ouagadougou pour le premier grand rassemblement de l'opposition burkinabé, recomposé depuis la cession au pouvoir de Roch-Marc Christian Kaboré à la présidence en décembre 2015. Cette nouvelle plateforme de l'opposition comprend une trentaine de formations, mais surtout l'Union pour le progrès et le changement de Zéphirin Diabré et le Congrès pour la démocratie et le progrès de l'ancien parti de Blaise Compaoré. À peine plus d'un an après leur arrivée au pouvoir, notre désillusion est totale et notre découragement est sans pareil. Nous ne sommes pas d'accord sur tout. Nous ne sommes même pas obligés d'être d'accord sur tout. Parce que personne n'a consulté l'autre avant de se déclarer opposant. Mais je peux et je dois vous dire qu'à ce stade au moins, nous sommes tous d'accord sur quelque chose, c'est que le MPP gère mal le Burkina Faso. Par ailleurs, Zéphirin Diabré a évoqué la préparation d'une motion de censure. Quand on critique leur gestion, quand on dit que le pays va mal, ils accusent les 27 années de règne de Blaise Compaoré. Mais dites-moi mes chers amis,
avec qui Blaise Compaoré a-t-il géré ce pays pendant les 25 ans? S'ils veulent éviter la colère du peuple, ils n'ont qu'à régler les problèmes du peuple. Chef de l'opposition, Zéphirin Diabré a été pendant des années le principal opposant à Blaise Compaoré, qui a été obligé de quitter le pouvoir après 27 ans à la tête du Burkina Faso et l'insurrection d'octobre 2014. Le président de la Cour des comptes remet officiellement au président du Faso le rapport de l'institution sur ses missions de contrôle et de gestion des fonds publics et du patrimoine de l'État effectuées au cours de l'année 2015. Un document de 136 pages qui fait le point des actions menées au niveau des 3 chambres, à savoir la chambre chargée des opérations de l'État, la chambre des opérations des collectivités territoriales et celle des entreprises publiques. On a constaté qu'il y a des retards dans la transmission des documents. Ça, les administrations, le ministère des Finances publiques en particulier, accusent un retard dans la transmission des documents. Nous avons également constaté la non-production du compte général de l'administration des finances. C'est un document également essentiel et qui, malheureusement, le ministère des Finances n'arrive pas à nous le produire comme il se doit. Il y a aussi la mauvaise gestion des véhicules de l'État. Il y a également le non-respect des règles des marchés publics. Ça aussi, c'est un autre gros problème que les collectivités n'arrivent pas à maîtriser pour agir conséquemment au niveau des marchés publics. Et enfin, concernant toutes les chambres, on peut noter une certaine insuffisance de justification des décisions de déblocage des fonds. Au-delà des dénonciations et des manquements relevés dans le rapport, le document fait également des recommandations pour améliorer la situation. Entre autres, la Cour des comptes veut avoir recours au référé pour interpeller les premiers responsables des structures sur les recommandations faites. Aussi, un deuxième type de contrôle juridictionnel permettra à la Cour des comptes d'engager des sanctions contre les personnes responsables des fautes de gestion. En Égypte a été prononcée la peine de mort par contumace pour le prêcheur radical égyptien Waqdi Ghonaib. C'est un tribunal du Caire qui a rendu le jugement dimanche. L'intéressé est accusé d'avoir fondé une organisation illégale. Cette dernière appelait à des violences contre les forces de sécurité. Déjà en 2012, Waqdi Ghonaib avait fait polémique lors d'une visite en Tunisie en qualifiant les laïcs et les libéraux d'apostats. Autre point choc du prédicateur, il considère que l'excision des femmes est une opération esthétique. L'homme qui vit en Turquie est un soutien de l'ex-président Mohamed Morsi, dont il avait dénoncé l'éviction en 2013 par l'armée. Waqdi Ghonaib n'est pas le seul condamné. 2 autres personnes en détention ont écopé de la peine capitale, tandis que 5 autres ont été condamnées à la prison à vie, qui équivaut en Égypte à 25 années de détention pour les mêmes chefs d'accusation. Les autorités sont accusées par des ONG de défense des droits de l'homme d'instrumentaliser le pouvoir judiciaire pour faire taire toute voix dissidente. Vivant dans l'illégalité, pratiquant leur culte dans la clandestinité, les Marocains convertis au christianisme revendiquent désormais le droit de vivre leur foi au grand jour dans une société majoritairement musulmane où la question reste taboue et l'apostasie réprouvée. Dans un appartement de quartier populaire d'Agadir, des hymnes liturgiques jaillissent d'une chaîne sous un crucifix d'argent accroché au mur. Je suis marocain avant d'être chrétien, souffle Rachid, la quarantaine qui accueille dans son salon une dizaine de converti pour un après-midi de prière. Assis à ses côtés, Mustapha, 46 ans, s'est converti en 1994 pour remplir un vide spirituel. Ce fonctionnaire, petit-fils d'un religieux musulman de Taroudante près d'Agadir, a été durant sa jeunesse membre actif du mouvement islamiste Justice et Bienfaisance. En ce qui concerne les chrétiens marocains vivant au Maroc, ils vivent encore dans la peur et l'angoisse de révéler leur christianisme pour plusieurs raisons d'ordre social et législatif.
اجتماعي ومنها ما هو قانوني. في الحقيقة المضايقات يعني نقصوا ما بقوش مضايقات كما كان قبل. En réalité, il y a de moins en moins de répression. Les seuls problèmes que nous vivons, ça vient de la famille, des voisins. Mais au niveau sécuritaire, la situation s'est améliorée. C'est mieux qu'avant. Grâce à Dieu, beaucoup de choses ont changé. Il n'y a plus d'arrestation. J'ai peur uniquement des problèmes qui peuvent être causés par la famille, les amis, les voisins, c'est-à-dire la société. Pour vivre leur foi au grand jour, Mustapha, Rachid et d'autres regroupés au sein d'une coordination nationale ont saisi début avril le Conseil national des droits de l'homme pour demander la fin de la persécution contre leur petite communauté. Aucun chiffre officiel n'existe sur le nombre de convertis marocains estimé entre 2000 et 6000 par le département d'État américain. Concentrés entre Marrakech et Agadir, ils sont principalement protestants baptistes et évangéliques. À l'issue d'une visite de 3 jours à Bangui, les directeurs régionaux de plusieurs institutions humanitaires, notamment OCHA et le PAM, tirent la sonnette d'alarme. La moitié de la population centrafricaine a besoin d'assistance humanitaire. Ces besoins humanitaires, que ce soit en matière de sécurité alimentaire, en matière de santé, en matière d'éducation, en matière d'eau, ont été estimés pour l'année 2017 à 400 millions de dollars. Pour l'instant, nous n'avons reçu qu'environ 10%, à savoir 40 millions, ce qui est en deçà de nos attentes. Certes, il y a eu des progrès dans le domaine de la paix. Il y a beaucoup moins de déplacés à Bangui et dans la ville de Bambari. Mais il faut se dire qu'il y a 400 000 déplacés dans l'ensemble du pays. 400 000 autres ont trouvé refuge à l'étranger. Ce sont toujours les mêmes donateurs qui sont sollicités par plusieurs pays, par plusieurs crises, par plusieurs conflits. Ce sont toujours les mêmes donateurs qui appuient et au bout d'un certain temps, il y a quand même une certaine fatigue et on peut pas vraiment leur reprocher ça. Il s'agit pour nous bien sûr de nous battre collectivement, les humanitaires, les responsables politiques, le gouvernement, pour que effectivement la crise humanitaire en République centrafricaine ne devienne pas une crise de second plan, de seconde classe et soit complètement oubliée comparée à d'autres crises qui aujourd'hui sont plus dans l'actualité. Les attaques sur les acteurs humanitaires se multiplient, ce qui limite considérablement leur accès aux populations vivant dans les zones de conflit. Ils ont entre 4 et 12 ans. Tous les samedis et dimanches, ils se retrouvent sur ce terrain nu situé au cœur du village d'Alomabo, une école de football, initiative du groupe Magic System. J'ai trouvé important de m'engager auprès de tous ces jeunes-là qui nourrissent l'intention de devenir des Didier Drogba ou de Samuel Eto'o, donc en les accompagnant, en mettant en place un centre de formation Magic System qui deviendra plus tard une équipe avec des élites et qui permettra à des jeunes de pouvoir réaliser leurs rêves. Nombreux sont ces gamins qui pensent déjà à monnayer leur talent. Je veux jouer au football parce qu'il y a l'argent dedans. Espérant que la fortune sourira à tous ces pensionnaires. Pour d'autres, il reste toujours une alternative. Au-delà de ce centre, les traces du groupe Magic System restent de marbre dans ce village. La dernière en date, une école de 12 classes. On a mis un programme en place, que l'école d'abord et le football après. Je vais faire les deux ensemble. Parce que si on ne réussit pas dans le football, je peux réussir dans l'équipe. Aujourd'hui à Abidjan, difficile pour ces tout petits de faire l'équation entre l'école et le sport quand les dieux du football suscitent autant de vocations.